Mardoche. J'ai connu, l'an dernier, un jeune homme nommé Mardoche, qui vivait nuit et jour enfermé. Oh prodige! Il n'avait jamais lu de sa vie le journal de Paris, ni n'en avait envie. Il n'avait vu ni qui, ni Bonaparte, ni Monsieur de Metternich. Quand il avait fini de souper, il se couchait précisément à l'heure. Ou, quand par le brouillard lâcha trop des pleurs, Monsieur Hugo va voir mourir Phébus le blond. Vous dire ses parents, cela serait trop long. Bornez-vous à savoir qu'il avait la pucelle d'Orléans pour aïeul en ligne maternelle. D'ailleurs, son compagnon, compère et confident, est un chien anglais, bon par l'œil et la dent. Cet homme, ainsi reclus, vivait en joie. À peine le spleen le prenait-il 4 fois par semaine. Pour ces moments perdus, il les donnait parfois à l'art mystérieux de charmer par la voix. Et m'eusse visité sa demeure cachée, et quoi qu'il fît rimer idée avec fâché. On le lisait. C'était du reste un esprit fort. Il eût fait volontiers d'une tête de mort un falot et mangé sa soupe dans le crâne de sa grand-mère. Au fond, il estimait qu'un âne, pour Dieu qui nous voit tous, est autant qu'un ânier. Peut-être que, n'ayant pour se désennuyer qu'un livre, c'est le cœur humain que je veux dire. Il avait su trop tôt et trop avant y lire. C'était un grand mal d'avoir un esprit trop hâtif. Il ne dansait jamais au bal par ce motif. Je puis certifier pourtant qu'il avait l'âme aussi tendre en tout point qu'un autre, et que sa femme, en ne le faisant pas, n'eût pas été plus fort ni plus souvent battue en vérité que celle de Monsieur de C. En politique, son sentiment était très aristocratique. Je dois avouer qu'à consulter son goût, il aimait mieux la Porte et le sultan Mamoun que la chrétienne Smyrne et ce bon peuple laine dont les flots ont rougé la mer et les spontiennes. Et tachés de leur sang des marbres opaques. Mais la chose ne fait rien à notre héros. Bien des heures, des jours, bien des longues semaines passèrent sans que rien dans les choses humaines ne tentât d'y rentrer. Tout à coup, un beau jour, fût-ce l'ambition ou bien fût-ce l'amour, peut-être tous les deux, car ces folles ivresses viennent à tout propos déranger nos paresses. Quoi qu'il en soit, lecteur, voici ce qu'il advint à mon ami Mardoche en l'an 1820.
vous dirai pas quelle fut la douairière qui lui laissa son bien en s'en allant en terre, sur quoi de Cénobite il devint élégant et n'allait plus qu'en fiacre au boulevard de Gand. Que dorme en paix à cendre, aux 4 fois béni, douairière, pour le jour où cette sainte envie, comme un rayon d'en haut, te vint prendre en toussant, de demander un prêtre et de cracher le sang. Ta tempe fut huilée, et sous la lame neuve, tu te laissas clouer, comme dit Sainte-Beuve. Tes meubles furent mis, douairière, au Châtelet. Chacun vendit le tiers de l'argent qu'il valait. De ta robe de noces, on fit un parapluie. Ton boudoir, ô Vénus, devint une écurie. 4 grands livriers chassèrent du tapis ton chat qui, en tout temps, sur ton coussin tapis, s'était frotté le soir l'oreille à ta pantoufle et qui, maigre aujourd'hui, la queue au vent, s'essouffle à courir sur les toits des repas incertains. Admirable matière à mettre en verre latin. Je ne vous dirai pas non plus à quelle dame, Mardoche, ayant d'abord laissé prendre son âme, dut ses douces leçons. Premier enseignement que l'ami, à regret, donne à son jeune amant. Je ne vous dirai pas comment, à quelle fête, il la vit, qui des deux voulut le tête-à-tête, qui des deux, du plus loin, hasarda le premier, l'œillade italienne, et qui, de l'écolier ou du maître, trembla le plus. Hélas, qu'en sais-je? Que vous ne sachiez mieux, et que vous apprendrai-je? Il se peut qu'on oublie le rendez-vous donné, une chance, un remords, et l'heure où l'on est né, et l'argent qu'on emprunte. Il se peut qu'on oublie sa femme, ses amis, son chien et sa patrie. Il se peut qu'un vieillard perde jusqu'à son nom. Mais jamais l'insensé, jamais le moribond, celui qui perd l'esprit, ni celui qui rend l'âme, n'ont oublié la voix de la première femme, qui leur a dit tout bas ces 4 mots si doux et si mystérieux. My dear child, I love you. Ce fut au premier jour d'automne, au mois d'octobre, que Mardoche revint au monde. Il était sobre, d'habitude, et mangeait vite. Son cuisinier ne le gênait pas plus que son palefrenier. Il ne prit ni cocher, ni groom, ni gouvernante, mais, on y soit qui mal y pense, une servante. De ses façons d'ailleurs, rien ne parut changer. Peut-être dira-t-on qu'il était mal logé. C'est à quoi je réponds qu'il avait pour voisine 2 yeux napolitains qui s'appelaient Rosine. J'adore
les yeux noirs avec des cheveux blonds, tels les avait Rosine, et de ses regards longs à s'y noyer. C'étaient deux étoiles d'ébène sur des cieux de cristal, tantôt mourant à peine, entr'ouverts au soleil, comme les voiles blancs des abbesses de cour, tantôt étincelants, calmes, livrant sans crainte une âme sans mélange, doux et parlant aux yeux le langage d'un ange. Que Mardoche y prit goût, ce n'est aucunement, judicieux lecteur, raison d'étonnement. On croira qui voudra, mais depuis qu'en décembre, la volonté du ciel est qu'on garde la chambre, à coup sûr, paresseux fou comme je suis, à rêver sans dormir, j'ai passé bien des nuits. Le soir, au coin du feu, renversé sur ma chaise, mon menton dans ma main et mon pied dans ma braise, pendant que l'aquilon frappait à mes carreaux, j'ai fait bien des romans, bâti bien des châteaux. J'ai, comme Prométhée, animé d'une flamme, bien des êtres divins portant des traits de femme. Blonds cheveux, sourcils bruns, front vermeil ou pâli, Dante aimait Béatrix, Miranda Guiccioli. Moi, si j'eusse été maître en cette fantaisie, je me suis dit souvent que je l'aurais choisi à Naples, un peu brûlé à ces soleils de plomb qui font dormir le pâtre à l'ombre du sillon. Une lèvre à la turque et, sous un col de cygne, un sein vierge et doré comme la jeune vigne, tel que par instant Giorgione en devina, ou que dans cette histoire était la Rosina. Il en est de l'amour comme des litanies de la Vierge. Jamais on ne les a finis. Mais une fois qu'on les commence, on ne peut plus s'arrêter. C'est un malpropre aux fruits défendus. C'est pourquoi chaque soir la nuit était bien proche et le soleil bien loin, quand mon ami Mardoche quittait la jalousie écartée à demi, tout l'indiscret lorgnon plongeait sur l'ennemi. Même quand il faisait clair de lune, l'aurore, à son poste souvent, le retrouvait encore. Philosophe du jour, je vous arrête ici. Ô sage demi-dieu, expliquez-moi ceci. On ne volerait pas, à coup sûr, une obole à son voisin. Pourtant, quand on peut, on lui vole. Sa femme. Car il faut, au lecteur bien appris, vous dire que Rosine, entre tous les maris, avait reçu du ciel, par les mains d'un notaire, le meilleur qu'à Dijon avait trouvé son père. On pense, avec raison, que sa mère, en partant, n'avait rien oublié sur le point important. Rien n'est plus amusant qu'un premier jour de noces.
Au débeauté d'ailleurs, on avait pris carrosse. Le reste à l'avenant. Sans compter les chapeaux, d'herbeaux, rien n'y manquait. C'est un méchant propos de dire qu'à 6 ans une poupée amuse autant qu'à 19 ans une marie. Mais tout s'use. Une lune de miel n'a pas 30 quartiers comme un baron saxon. Égare les derniers. L'amour, hélas, l'étrange et la fausse nature, vit d'inanition et meurt de nourriture. Et puis, que faire? Un jour, c'est bien long. Et demain, et toujours, l'ennui gagne. À quoi aller au bain? Hélas, l'oisiveté s'endort, laissant sa porte ouverte. Entre l'amour. Pour que la raison sorte, il ne faut pas longtemps. La vie en un moment se remplit. On se trouve avoir pris un amant. L'un attaque quand il sort la déesse qu'il aime, l'autre fait l'écolier. Chacun a son système. Hier, un de mes amis, se trouvant souper auprès d'une duchesse, eut soin de se tromper. De verre. Mais vraiment, dit la dame en colère, êtes-vous fou, monsieur? Vous buvez dans mon verre? Oh, l'homme peu galant, qui ne répondit rien, si ce n'est faisons, madame, autant du mieux. Assurément, lecteur, le tour était perfide, car, l'ayant pris tout plein, il le replaça vide. La dame avait du blanc et pourtant rougit. Qu'y faire? On chuchota. Dieu sut ce qu'on en dit. Mon Dieu, qui peut savoir lequel en récompense le mieux, ou du respect, ou de certaines offenses? Je n'ai des saints lecteurs de faire aucunement ici ce qu'à Paris on appelle un roman. Peu s'en faut qu'un auteur, qui pas à pas chemine, ne vous fasse coucher avec son héroïne. Ce n'est pas ma manière, et si vous permettez, ce sera qu'1 jour que nous aurons sauté. Un dimanche. Observez qu'un dimanche, la rue Vivienne est tout à fait vide et que le cohue est au panorama ou bien au boulevard. Un dimanche matin, 1 heure, 1 heure 1 quart. Mardoche, habit marron, en landau de louage, part devant Tortoni, passé en grand tapage. Gare! Crie le groom. Quoi? Mardoche en landau? Ouais. La grisette à pied, trottant comme un perdreau, jeta plus d'une fois sans doute à la portière du jeune gentleman le yacht meurtrier. Mais il n'y prit pas garde. Un important projet à ses réflexions semblait donner sujet. Son regard était raide et jamais diplomate, ne parut plus guindé, ni plus haut sur cravate.
Où donc s'en allait-il? Il allait à Meudon. Quoi? Si matin, si loin, si vite? Et pourquoi donc? La voici. D'où s'étend, s'il vous plaît, qu'on approche d'un village, sinon qu'on en entend la cloche? Or, la cloche suppose un clocher. Le clocher, un curé. Le curé, quand c'est jour de prêcher, a besoin d'un bedeau. Le bedeau, d'ordinaire, est en même temps cuistre de l'école primaire. Or, le cuistre du lieu lecteur était l'ancien, allié des parents de Mardoche, et le sien. Ayant donc débarqué, notre héros fit mettre sa voiture en un lieu sûr qu'il put reconnaître, puis s'éloigna, sans trop regarder son chemin, d'un pas plus mesuré qu'un sénateur romain. Longtemps et lentement, comme un bail au regret, il marcha, coudoyant le monde par les rues. Il savait de longtemps que le bon magister, les dimanches matins, sortait pour prendre l'air. C'est pourquoi, sans l'aller demander à sa porte, il détourna d'abord le coin du bois, en sorte. Qu'au bout de 30 pas, il était devant lui. « How do you do, mon bon père, aujourd'hui ?» Le vieillard, à vrai dire, un peu surpris, comme distrait d'un rêve, ôta de ses lèvres la pomme de sa canne. « Mon fils, tout va bien, Dieu merci, » dit-il. « Et quel sujet vous fait venir ici ?»« Sujet ?» reprit Mardoche, excessivement sage. « Très moral, un sujet très logique. Je gage, ma barbe et mon bonnet, qu'on pourrait vous donner 17 éternités pour nous le deviner. » La matinée était belle. Les alouettes commençaient à chanter. Quelques lourdes charrettes soulevaient çà et là la poussière. C'était un de ces beaux matins un peu froids, comme il fait en octobre. Le ciel secouait de sa robe les brouillards vaporeux sur le terrestre globe. « Asseyez-vous, mon fils, » dit le prêtre. « Voilà l'un des plus beaux instants du jour. Pour ce vent-là, je le crois usurier, bon père, dit Mardoche, car il vous met la main malgré vous à la poche. » L'un des plus beaux instants, mon fils, où les humains puissent à l'Éternel tendre leurs faibles mains. L'âme s'y sent ouverte et la prière aisée. Oui, mais nous avons là les pieds dans la rosée, bon père. Autant vaudrait prier en plus bas lieu. Les monts, dit le vieillard, sont plus proches de Dieu. Ce sont des vrais autels. Et si le simple fait, Moïse le put voir, je suis plus au fait. Hélas, reprit Mardoche, un homme sur le haut, du plus pointu des mots,
Serait-ce le Jungfrau? Me fait le même effet justement qu'une mouche au bout d'un pain de sucre. Ah, bon père, la bouche des hommes, à coup sûr, les met haut, mais leurs pieds les mettent bas. Mon fils, dit le docteur, voyez que vos cheveux sont d'or et les miens sont de neige. Attendez que le temps vienne. Et qu'en apprendrai-je? Prit l'autre, souriant de son méchant sourire. Science des humains n'est-elle pas mépris? Il s'assit à ce mot. Laissons cela, mon père, dit-il. Je suis venu pour vous parler d'affaires. Comme vous le disiez tout à l'heure, je suis jeune. Par conséquent, moi, je n'ai pu voir ma maîtresse. Elle a son mari. La fenêtre est haute, à part les francs, et... Je vous ai vu naître, mon ami, dit le prêtre, et je vous ai tenu sur les fonds baptismaux. Quand vous êtes venu au monde, votre père, et que Dieu lui pardonne, car il est mort, vous prit des bras de votre bonne, et me dit: je le mets sous la protection du ciel, qu'il soit sauvé de la corruption. Le malheur, dit Mardoche, est que les demoiselles sont toutes par nature ou par mode cruelles. Car je vous entends bien et je sais que c'est mal. Mais que voudriez-vous, monsieur, qu'on fît au bal? Ouais, vous avez raison, dit le bateau. Le monde est un lieu de misère et de pitié profonde. Donc, dit Mardoche, avec votre consentement, je reprends mon récit, mon raisonnement. Or, je ne puis pas voir ma maîtresse. Hier même, j'ai failli m'y casser le cou. Bonté suprême. Dit le badaud. C'est Dieu qui vous aurait frappé. Quel est le malheureux que vous avez trompé? Malheureux? Dit Mardoche. Il n'en sait rien, mon père. Il n'en sait rien, mon fils. Nul secret sur la terre, n'est secret bien longtemps. Bon, dit Mardoche, mais je ne bavarde guère et je n'écris jamais. Et quand cela serait, mon fils, je le demande, une injure cachée en est-elle moins grande? En aurez-vous donc moins desséché, désuni, un lien que la main d'un prêtre avait béni? En aurez-vous moins fait le plus coupable outrage à la société dans sa loi la plus sage? Ce secret que jamais la terre ignorera, pensez-vous que le ciel, qui le sait, l'oubliera? Songez à ce que c'est qu'un monde, et que le nôtre a 4 pas de long, et pour l'horizon l'autre. Quittons ce sujet-ci, dit Mardoche. Je vois que vous avez le crâne autrement fait que moi. Je vous racontais donc comme quoi ma maîtresse était gardée à vue. On
la promène en laisse. Et l'on a, dit le prêtre, éminemment raison. Qu'elle pense donc à garder sa maison, à avouer au Seigneur un cœur exempt de feinte, à donner à ses fils un lait pur et la crainte du ciel. Mon révérend, dit l'autre, les oiseaux qui sont les plus charmants sont ceux qui chantent faux. Ne vous paraît-il pas simple et tout ordinaire qu'un rossignol soit laid, honteux, lorsqu'au contraire, le paon, ce mal appris, porte un manteau doré, comme un diacre Noël à côté du curé. Ne vous étonnez donc aucunement, bon père, le plus bel oiseau que nous ayons sur terre, la femme, chante faux, et sur ce, laissez-moi vous finir mon récit. Je vous dirai pourquoi. Hier donc, je revenais, ayant failli me rompre les... Eh, dit le vieillard, qui donc le pu corrompre ainsi, fils d'un tel père, et jeune comme il est? N'est-ce pas monstrueux? Je, dit Mardoche, fait mes classes de bonheur, et puis dans les familles, voyez-vous, j'ai toujours trouvé 4 ou 5 filles. Contre un ou 2 garçons, ce qui m'a fait penser qu'on pouvait en aimer la moitié sans blesser Dieu. Dieu, mon cher enfant, voyons, soyez sincère. Y croiriez-vous? Monsieur, dit Mardoche, Voltaire y croyait. Comment donc l'offensiez-vous ainsi? Or, dit le Jouvenceau, je reprends mon récit. J'adore cette femme et ne connais de joie qu'à la voir. Vous sentez qu'il faut que je la voie? J'ai compté sur vous dans cette occasion. Sur moi, dit le bedeau. Perdez-vous la raison? La raison, révérend, hélas, je l'ai perdue. Et si, par un miracle, elle m'était rendue, vous me la verriez fuir, ou plutôt envoyer comme un pigeon fidèle au toit du colombier. Ah, secourez-moi donc. Votre bonne assistance peut seule me sauver dans cette circonstance. Et de quelle façon, mon ami? Vous sentez, dit Mardoche, que j'ai cherché de tous côtés. Pour la voir, une chambre, un lit, un trou, n'importe. Y venir n'était rien. Mais il faut bien qu'on sorte. Et le rustre la guette. Eh bien, dit le bedeau, puis-je l'en empêcher? Vous avez un très beau lit à rideau bleu ciel, monsieur. Le presbytère n'est pas suspect. Jamais, dit le vieillard. Bon père, dit l'autre, je n'ai pas si peu de temps vécu qu'au premier jour d'ennui, je crois une vertu de partir. En parlant ainsi, l'ami Mardoche tirait tout bas un long pistolet de sa poche.
Portez la main sur vous, mon fils, dit le chrétien. En êtes-vous donc là? Ne croyez-vous à rien? Révérend, répondit Mardoche, je m'ennuie. Shakespeare, dans Hamlet, dit qu'on tient la vie parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit voir après. Ces vers me semblent beaux, mais il serait plus vrai s'il disait qu'on y tient parce qu'une cervelle a peur d'un pistolet qui s'applique sur elle pour la faire craquer et sauter d'un seul bond, comme un bouchon de vin de champagne au plafond. Je ne suis pas douillet. Un suicide? On se donne, mon fils. Nous n'avons pas, dit Mardoche, le crâne. Faites de même. Attendez du moins jusqu'à demain, mon fils, et retirez ceci dans votre main. Songez-y donc, chez moi, dans ma chambre, une femme, mon enfant, un suicide. Ah, songez à votre âme. Henri VIII, révérend, dit Mardoche, fut veuf de 7 reines, tua 2 cardinaux, 19 évêques, 13 abbés, 500 prieurs, 60 chanoines, 14 archidiacres, 50 docteurs, 12 marquis, 310 chevaliers, 29 barons chrétiens et 6 roturiers. Moi, je n'en tuerai qu'un, révérend. Mais de grâce, parlez et dites-nous ce qu'il vous plaît qu'on fasse. Qu'on fasse, dit le prêtre. Et l'enfer, mon cher fils. L'enfer. Monsieur, reprit Mardoche, je n'ai pu y répondre là-dessus, n'ayant eu pour nourrice qu'une chèvre. Le bout de l'arme tentatrice brille en plein soleil. Eh bien, je le veux bien, s'écria le vieillard. Mais vous n'en direz rien. Sur votre foi, mon fils, songez à ce qu'on pense. Touchez-la, dit Mardoche, et Dieu vous récompense. Telle fut, de tout point, la conversation qu'avec son oncle Évrard Mardoche eut à Meudon. Car Évrard du Bedeau fut le nom véritable de l'oncle ou du neveu qui fut le plus coupable. Le neveu fut impie et l'oncle fut trop bon. L'un plaidait pour le ciel, l'autre pour le démon. Le parallèle prête à faire une élégie. Oncle, tu fus trop bon. Neveu, tu fus impie. Mais n'importe, il suffit de savoir pour l'instant, quel qu'en soit le motif, que Mardoche est content. De plus, j'ai déjà dit que c'était jour de fête. Une fête à Meudon tourne plus d'une tête. Et qui pouvait savoir, tandis que, soucieux, notre héros à terre avait fixé ses yeux
ce qu'il cherchait encore. Le fait qu'en silence, au digne majesté, il fit sa révérence, puis s'éloigna pensif, sans trop regarder où, la tête basse et, comme on dit, à pas de loup. Toujours un amoureux s'en va tête baissée, cheminant de son pied moins que de sa pensée. Heureux un amoureux, il ne s'inquiète pas si c'est plus au gravier dont s'attarde son pas. On en rit. C'est hasard s'il n'a heurté personne, mais sa folie au front lui met une couronne. À l'épaule une pourpre, et devant son chemin, la flûte et les flambeaux, comme un jeune romain. Tel était celui-ci qu'à sa mine inquiète, on eût pris pour un fou, sinon pour un poète. Car vous verriez plutôt une moisson sans pré, sans serrure une porte et sans nièce un curé. Que s'emmanie un homme ayant l'amour dans l'âme. Comme il marchait pourtant, un visage de femme qui passa tout à coup sous un grand voile noir, le jeta dans un trouble horrible à concevoir. Qu'avait-il? Qu'était donc cette beauté voilée? Peut-être sa Rosine. Au détour de l'allée, avait-il reconnu, sous les plis du châle blanc, sa démarche à l'anglaise et son pas nonchalant? Elle n'était pas seule. Un homme à face pâle l'accompagnait d'un air d'aisance conjugale. Quoi qu'il en soit, lecteur, notre héros suivit cette beauté voilée aussitôt qu'il le vit. Longtemps et lentement, au bord de la terrasse, il marcha comme un chien basset sur une trace, toujours silencieux, car il délibérait s'il devait passer outre ou bien s'il attendrait. L'ennemi, tout à coup, à sa grande surprise, fit volte-face. Il vit que l'instant de la crise approchait. Tenant donc le pied ferme, aussitôt, il réjusta deux coups son col et son jabot. Mais depuis le jour où John Bull, en silence, eut jadis par Brumel, en dépit de la France, les gilets blancs proscrits, et jusqu'aux talons, exemple monstrueux, traînaient les pantalons. Jusqu'à ces heureux temps où nos compatriotes, enfin jusqu'à mi-jambe, ont relevé leurs bottes, et ramenant un vrai tout un siècle enhardi, dégageaient du maillot le mollet du dandy. Si jamais, retroussant sa royale moustache, gentilhomme au plein vent fit siffler sa cravache. D'un air tendre et rêveur, si jamais merveilleux, pour montrer une bague, écarta ses cheveux. Oh, surtout, si jamais Manchon aristocrate fit malement plier la douillette écarlate. Ou si jamais, pareil à l'étoile du soir, puis sous un voile épais scintille un œil noir.
Ô muses des licans, ô chastes pierrides, vous qui du double roc buvez les eaux rapides, dites, ne fût-ce pas lorsque, la canne en l'air, Mardoche en sautillant passa comme un éclair. Ce ne fut qu'un coup d'œil, et bien que passé maître, notre époux à coup sûr n'y put rien reconnaître. Un vieux turc accroupi, qui près de la fumait, n'aurait pas eu le temps de dire « Mahomet ». La dame, je crois même, avait tourné la tête, et sans s'inquiéter autrement de la fête, ni des gens de l'endroit, ni de son bon parent, Mardoche regagna sa voiture en courant. « À Paris !» dit le groom en fermant la portière. « À Paris. Oh, l'étrange et la plaisante affaire. » Lecteur, qui ne savez que penser de ceci, et qui vous préparez à froncer le sourcil, si vous n'avez déjà deviné que Mardoche emportait de meudons et billets dans sa poche, vous serez, en rentrant, étonné de le voir se jeter tout soudain le nez contre un miroir, demander du savon et gronder sa servante. Puis, laissant son laquais glacé par l'épouvante se vider sur le front, ainsi qu'un flot lustral, un flacon tout entier d'huile de Portugal. Vénus, flambeau divin, astre cher aux pirates, astre cher aux amants, tu sais que de cravate, un jour de rendez-vous, chiffonne un amoureux. Tu sais combien de fois il en refait les nœuds, combien coule sur lui de lait de rose et d'ombre. Tu sais que de gilets et d'habits par la chambre, entraînant au hasard, 1000 fois essayé, pareil à des blessés qu'on heurte et foule aux pieds. Vous surtout, d'art léger, quand ces doctes en face, des lits consacrés par 4 périphrases. Ô bois silencieux, ô lac, ô mur gardé, balcon qui était si tard, si vite escaladé, masque qui ne laissait entrevoir d'une femme que du trou sous le front qui lui vont jusqu'à l'âme, ô capuchon discret, ô manteau de satin que presse sur la taille une amoureuse main, amour, mystérieux amour, douce misère. Et toi, lampe d'argent, pâle et fraîche lumière, qui fait les douces nuits plus blanches que le lait, soutenez mon haleine en ce divin couplet. Je veux chanter ce jour d'éternelle mémoire où,
Son dîner fini, devant qu'il fit nuit noire, notre héros, le nez caché sous son manteau, monta dans sa voiture 1 heure au moins trop tôt. Oh, qu'il était joyeux, quoi qu'on y vit goutte, que de fois il compta les bornes de la route. Lorsqu'enfin le tardif marchepied s'abaissa, comme le cœur battant, d'abord il se lança. Tout le quartier dormait profondément, en sorte qu'il leva lentement le marteau de la porte. Êtes-vous quelquefois sorti par un temps doux, le soir, seul en automne, ayant un rendez-vous? Il est de trop bonne heure, et l'on ne sait que faire pour tuer, comme on dit, le temps, ou s'en distraire. On s'arrête, on revient. De guerre lasse, enfin, on entre. On va poser son front sur un coussin. Sur le bord de son lit, place à jamais sacrée, tiède encore des parfums d'une tête adorée. On écoute, on attend. L'ange du souvenir passe, il vous dit tout bas: l'entends-tu pas venir? J'ai vu, sur les autels, le petit qui m'aidait joindre ne ses chemins de prude surannée à la main sans pudeur d'un rouet de 20 ans. Au Havre, dans un bal, j'ai vu les yeux mourants d'une petite Anglaise, à l'air mélancolique, jeter un long regard plein d'amour romantique sur un buveur de punch et qui, dans le moment, venait de se griser abominablement. J'ai vu des apprentis se vendre des douairières et des Almaviva payer leur chambrière. Est-il donc étonnant qu'une fois, à Paris, 2 jeunes cœurs se sont rencontrés et compris? Hélas, de belles nuits le ciel nous est avare, autant que de beaux jours. Frère, quand les guitares se mêlent au vent du soir qui frise vos cheveux, quand le clairet vous a ranimé de ses feux, oh, que votre maîtresse, alors surtout, soit belle. Sinon, quand vous voudrez jeter les yeux sur elle, vous sentirez le cœur vous manquer, et soudain, l'instrument, malgré vous, tomber dans votre main. L'auteur du présent livre, en cet endroit, supplie sa lectrice, si peu qu'elle ait la main jolie, que comme il n'en doute pas, d'y jeter un moment les yeux et de penser à son dernier amant. Qu'elle songe de plus que Mardoche était jeune, amoureux, qu'il avait pendant un mois fait jeûne, que la chambre était sombre et que jamais baiser, plus long ni plus ardent, ne put être posé d'une bouche plus tendre et sur des mains plus blanches que celles que Rosie n'eut au bout de ses manches.
car, à dire le vrai, ce fut la Rosina qui parut tout à coup, quand la porte tourna. Je ne sais, ô lecteur, si notre ami Mardoche, en cette occasion, crut son bien sans reproche, mais il en profita. Pour la table, le thé, les biscuits et le feu se fit vite apporter. Il pleuvait à torrent, qu'on est bien deux à table. Une femme, un souper. Je consens que le diable m'emporte si jamais j'ai souhaité d'avoir rien autre chose avant de me coucher le soir. Lecteur, remarquez bien cependant que Rosine était blonde, l'œil noir, avait la jambe fine même, hormis les pieds qu'elle avait un peu forts, joignait les qualités de l'esprit et du corps. Il paraît donc assez simple et facile à croire que son fier époux, sans être d'humeur noire, voulut la surveiller. Peut-être qu'il était averti de l'affaire en dessous. Le fait est que Mardoche et sa belle, au fond, ne pensaient guère à lui, quand il cria comme au festin de pierre. Ouvrez-moi, pêcheur, dit la dame, je suis perdu. Où se cachait Mardoche? Au fond d'un puits. Il s'y serait jeté de peur de compromettre la reine de son cœur. Il ouvrit la fenêtre. Cette fin est usée, et nous la donnons-elle par grand éloignement de la mode nouvelle. Stratagème excellent, rien n'était mieux trouvé. Et zeste, il se démit le pied sur un pavé. Ô bizarre destin, ô fortune inconstante, ô malheureux amant, plus malheureuse amante. Après ce coup fatal, qu'allez-vous devenir, hélas? Et comment donc ceci va-t-il finir? De tout temps, les époux, grands dénoueurs de trames, ont mangé les soupers des amants de leurs femmes. On peut voir, pour cela, depuis maître Gilles Blas jusqu'à Crébillon fils et monsieur de Faublas. Mais notre Dijonais à la face chagrine jugea la chose mal à propos. Et Rosine, que fit-elle? Elle avait cet air désappointé que fait une perruche à qui l'on a jeté malicieusement une fève arrangée dans du papier brouillard en guise de dragée. Elle prend avec soin l'enveloppe, ôte tout, tire, et s'attend à bien. Puis, quand les tout beau du papier imposteur, voyant la moquerie, reste moitié colère et moitié bauderie. « Madame, dit l'époux, vous irez au couvent. »« Au couvent? Oh, destin cruel et décevant. Le calice était plein. Il fallait bien le boire. Et que dit à ce mot la pauvre enfant? L'histoire n'en sait rien. Et que fit Mardoche pour changer d'amour? Il lui fallut 6 mois voyager.